Ce à quoi tu as fait référence renvoie aussi à une histoire ancienne de l'école maternelle, c'est-à-dire des contradictions qui existent depuis fort longtemps, qui sont devenues parfois des ambiguïtés, comme on le disait dans l'ouvrage auquel tu faisais référence, parce que cohabitent en même temps dans cet espace des finalités et des conceptions différentes. C'est-à-dire qu'à la fois, dès sa création, mais y compris dès les salles d'asile, ces espaces d'accueil des enfants avaient à la fois une vocation sanitaire et sociale. Il s'agissait de garder les enfants des ouvrières de façon à ce qu'ils ne traînent pas dans la rue, parce qu'ils étaient désœuvrés, et en même temps de leur donner une éducation morale et intellectuelle, parce que dans la rue, ils étaient livrés à des influences néfastes, et que aussi, sans doute, cette éducation morale et intellectuelle pourrait être minimale, évidemment, mais pourrait être nécessaire quand ils accéderaient eux-mêmes à l'emploi. Mais ça, c'était... Donc, dès le départ, il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est à la fois un espace de garde et un espace d'accueil, un espace d'enseignement. Et on verra que tout au long de son histoire, ces deux pôles ont perduré sans que se dessinent parfois des lignes de force, ou en tout cas que ça cohabite, quoi. Et d'ailleurs, cette école était définie comme petite école ou école de l'enfance. C'est-à-dire qu'à la fois c'était une école, mais c'était une petite école. Donc il y a toujours eu ça. Et puis après, il y a eu la création des écoles maternelles en 81, donc, avec cette idée que les enfants de 2 à 7 ans devaient recevoir tous les soins que réclamait leur développement moral, intellectuel et physique. Et avec, là encore, des orientations posées par Pauline Kergomar, qui était une inspectrice générale assez connue, fait partie des références dans l'histoire de l'école, et en particulier de l'école maternelle, et donc qui promouvait un espace qui soit entre la garderie et l'école traditionnelle, qui prenne en compte l'âge des enfants, mais aussi qu'ils les prennent en compte dans la globalité de leur développement. Et elle insistait sur cette spécificité double des écoles maternelles à un moment où la représentation que l'on avait de la petite enfance commençait un petit peu à évoluer. Elle apprenait des méthodes pédagogiques plus adaptées, et on verra que ça a des incidences pour la suite, qui prenaient en compte le jeu, la gradation des apprentissages, et qui s'éloignaient de ce que l'on considérait comme des méthodes un peu plus rigides à l'école élémentaire. Mais elle insistait sur le fait que les élèves devaient acquérir de bonnes habitudes intellectuelles, disait-elle, comme on leur a donné de bonnes habitudes matérielles et morales. Donc, double finalité. Qui a perduré. On le verra pour la suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette école, elle est restée fort longtemps sans cadrage institutionnel, ou en tout cas, pendant des années, sans qu'il y ait de texte. Entre 1887 et 1977, il n'y a pas de texte qui la régissent, et du coup, ce qu'elle devient, ou les transformations, sont créées par des gens de terrain, en particulier par des inspectrices qui, à l'époque, étaient spécialisées en maternelle, des enseignants, des revues, des associations. Donc, c'est très différent de ce qu'a connu l'école élémentaire par ailleurs. À une période où, dans les années 40, 50, 60, l'école maternelle, qui était initialement destinée aux enfants de la classe ouvrière, va s'ouvrir aux classes moyennes, qui vont l'investir, aux classes moyennes et supérieures qui vont l'investir. Tout cela en partie grâce aux apports de la psychologie, la découverte que le jeune enfant est riche de potentialités considérables et que ça vaut le coup de le mettre à l'école de bonne heure. Et ça va participer à une superposition, un brouillage entre des modèles d'écoles différents, ce qui relevait de cette école où il s'agissait de transmettre un bagage même minimal à des enfants, à cette école plus traversée par les modes de faire et de penser des classes moyennes et supérieures, où l'enfant était au centre, une école de l'expression de soi, une école de la réalisation de soi-même, une école où on avait à s'épanouir, et où il s'agissait de permettre aux enfants d'épanouir du déjà là, quoi, hein, d'éveiller leur personnalité qui était déjà, voilà. Donc, introduction forte de
l'affectivité, de la personnalité de chacun. Et donc, on a donc des élèves qui sont là en connivence culturelle très très forte avec ce que porte désormais l'école, et aussi en connivence culturelle forte avec les enseignants, pour beaucoup, et ça, le processus s'est accentué au fil du temps, c'est-à-dire que de plus en plus, actuellement, on le voit très fortement, les enseignants sont plutôt issus, et en particulier en maternelle, des classes moyennes, voire supérieures de la population, et donc en connivence très très forte avec les élèves de leur milieu. On peut dire de manière un peu schématique et provocatrice que actuellement l'élève normal de maternelle, en guillemets normal évidemment, c'est un enfant d'enseignant. C'est-à-dire que c'est celui qui correspond très exactement aux attendus et qui, dès qu'il arrive, il avait dans le biberon tous les éléments de compréhension et de connaissance du milieu, et il est immédiatement en phase avec l'espace dans lequel il entre, quoi. Voilà, donc deux modèles comme ça qui cohabitent et qui perdurent, qui peuvent cohabiter, on a pu l'observer à plusieurs reprises, dans la même école, voire dans la même classe. C'est-à-dire que les enseignants sont aussi dans des injonctions, des prescriptions, des rapports à une culture qui s'est transmise comme ça, de génération en génération, qui fait que des contradictions apparaissent et que c'est pas toujours d'une évidence absolue pour les élèves qui se trouvent là. Alors, les ambiguïtés, elles sont assez nombreuses, et elles s'actualisent de différents points de vue. Alors, du point de vue des finalités de cette école, qui est à la fois, dont on dit qu'elle est spécifique, et en effet, de quoi est faite cette spécificité? Si c'est une école, c'est une école. Si c'est pas une école, c'est pas une école. C'est-à-dire qu'on est constamment dans cette difficulté à définir ce qui ferait sa spécificité. Donc, on l'annonce comme étant une école, et les derniers textes le réaffirment très fortement, tout en disant que c'est une école particulière. Mais en quoi l'est-elle? Sur quelle base l'est-elle? Alors, si on va regarder de plus près, ce seraient les activités et les modalités d'apprentissage qui seraient spécifiques. En même temps, elle est très pénétrée de pratiques pédagogiques qui sont très proches de celles que l'on trouve à l'élémentaire, ou alors d'autres qui relèvent, et dans le même espace, plutôt d'espace d'animation, et avec alors, ce qui est spécifique, c'est des choses qui ont été inventées, qu'on ne retrouve pas ailleurs ou peu. Par exemple, les fameux ateliers qui existent à l'école maternelle, qui font partie de l'institution, et qui étaient censés favoriser l'expression de chacun, le développement de chacun, etc., avec des choix libres d'activités, tout ça, et dont on voit qu'ils sont de plus en plus des espaces d'activités très individuelles, où très peu de choses circulent entre les individus, entre les personnes, et où chacun est cantonné à mener une activité pour lui tout seul. Voilà. Donc, c'est aussi un espace avec des programmes qui existent maintenant, qui sont connus de tous, y compris des parents, puisqu'ils sont largement diffusés, et en même temps où est sans arrêt promue l'innovation et la créativité, sans que celle-ci soit tout à fait définie. Ce qui aussi fait ambiguïté dans cette école, c'est que elle, très régulière, elle est à la fois un espace de socialisation, et en même temps, sans que l'on définisse de quelle socialisation il s'agit, et en même temps, on entend beaucoup et on voit beaucoup que cette socialisation est vécue dans le quotidien des écoles comme un préalable, c'est-à-dire que ça renvoie un peu à ce que tu disais, c'est-à-dire que à la fois c'est le lieu où les enfants sont censés devenir des élèves, et en même temps on voit bien que ce qui est attendu d'eux, c'est qu'ils soient déjà des élèves lorsqu'ils arrivent. Et on sait bien qu'ils sont déjà constitués en élèves, c'est-à-dire en connivence culturelle avec les pratiques qui sont dominantes, les enfants des milieux auxquels je faisais référence tout à l'heure. Elle est à la fois espace propédeutique à l'entrée à l'école maternelle, et en même temps censé être une passerelle entre le milieu familial et le milieu scolaire, sans que là aussi les choses soient très très bien définies. C'est fortement renforcé par le fait que la grande section, c'est-à-dire la dernière année d'école maternelle, appartient à deux cycles, même si les cycles appartiennent peut-être au passé, au passé, je ne sais pas s'il était composé, mais au passé en tout cas. Mais le fait que cette classe-là, par exemple, soit à cheval sur deux cycles, fait elle a un statut très étrange, où à la fois on apprend à lire-écrire, comme on peut le faire au CP,
Et à la fois, on continue à revendiquer des pratiques qui relèveraient plutôt de la petite et moyenne section. Et donc, à la fois, on apprend à écrire en cursive, on apprend l'alphabet, etc. On y apprend du vocabulaire, en ne tenant pas nécessairement compte du coup de l'âge des élèves et de leur développement. C'est-à-dire que, par exemple, ils se retrouvent confrontés à des choses d'une absolue difficulté, comme l'apprentissage de l'alphabet, par exemple. Ce qui est d'une absolue difficulté, puisque il faut qu'ils aient compris ce qu'est l'écrit, et ce que c'est qu'un signe, ce qui est quand même pas... Et ils entrent quasi dans l'écrit par sa dimension la plus complexe, par le signe, c'est-à-dire parce qu'il y a de plus abstrait, de plus compliqué, quoi. Donc ça aussi, ça fait souci pour beaucoup d'entre eux. Ce qui fait brouillage aussi aux difficultés pour nombre d'élèves, c'est que il n'y a pas de champ disciplinaire stricto sensu comme il y en a dans les autres niveaux d'apprentissage. Et on est donc dans ce qui s'appelle des domaines d'activité aux contours tout à fait flous et qu'on a du mal à définir. Par exemple, il n'y a pas de mathématiques à l'école maternelle, ça appartient au champ d'activité découverte du monde, sauf qu'on y apprend à compter. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est compliqué pour les élèves, parce que je pense que c'est aussi compliqué dans la tête des enseignants, pour qui, voilà, qu'est-ce qui fait différence entre le champ d'activité découverte du monde et la mathématique? On n'est pas sûr que... et en tout cas, ça participe pas à rendre lisible pour les élèves ce qu'on est en train de faire et d'apprendre. Ce qui s'y passe aussi du point de vue des apprentissages, c'est qu'on y mène des activités qui ressemblent étonnamment à celles qu'on peut mener à la maison, voire qui sont les mêmes, et qui, de fait, ne sont pas les mêmes. Je donnerai pour exemple faire un puzzle à la maison. C'est pas du tout faire la même chose que faire un puzzle à l'école, parce qu'à la maison, le puzzle, on le commence, on l'arrête, on le continue avec son grand frère, etc., etc. Voilà. À l'école, quand on a commencé un puzzle, on le finit. C'est dans un temps contraint, on ne s'en va pas comme ça. On est censé apprendre aussi à faire un puzzle, c'est-à-dire apprendre des procédures pour y arriver, et tout ça. Donc mais là aussi, les éléments ne sont pas donnés aux élèves pour qu'ils arrivent à identifier ce qui fait spécificité, par exemple, de cette activité-là à l'école par rapport à l'activité qu'ils peuvent mener à la maison et qui y ressemble. Ce qui fait aussi ambiguïté, c'est que, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a pour le moment pas d'évaluation obligatoire, quoi qu'on pense des évaluations par ailleurs. Et en même temps, bien entendu, il y a énormément de contrôle, c'est-à-dire de temps où on vérifie que ce qui a été enseigné est acquis, en particulier par la prolifération de fiches à laquelle Elisabeth faisait référence tout à l'heure. Et donc, ces élèves sont confrontés à des situations qui sont complexes, qui sont étranges, qui sont soit très très éloignés de ce qu'ils connaissent, soit qui semblent y ressembler alors que ce n'est pas du tout la même chose, sans qu'à aucun moment l'école ne se soit donné les moyens de les faire entrer dans cette culture-là, ce qui, bien entendu, provoque des difficultés énormes, aggravées aussi par le fait que... tu parlais d'évidence, par exemple, on a pu constater qu'un certain nombre de choses qui étaient enseignées à l'époque où moi j'ai commencé à être instituteur maternel, par exemple découper, coller, c'est plus enseigné du tout, parce que avec cette idée que c'est acquis pour tous. Hein, c'est-à-dire que tout le monde est censé savoir se tenir un crayon, savoir découper, savoir coller, se repérer dans l'espace, autant de choses qui sont essentielles dans la construction des apprentissages et qui n'est pas pris en compte, y compris dans les programmes. Ça n'apparaît plus, quoi. On n'est plus dans ces objectifs-là, avec aussi, au fil du temps, un déplacement très fort et une place très très forte accordée pour aller vite aux maths et au français, avec des pans entiers de ce qui participe de la culture quand même, qui sont totalement évacués. Les arts plastiques, par exemple, et la musique sont devenus les parents pauvres des pratiques d'enseignement maternel, avec tout ce que ça signifie pour ceux qui ne pourraient y accéder que dans cet espace-là et qui, du coup, se trouvent privés de rencontres avec des objets culturels qui sont nécessaires à leur développement. Ce qui fait difficulté aussi et ce qui pose problème, c'est, du point de vue des pratiques, tu y as fait référence, une individualisation qui est très forte, de plus en plus qu'on a pu observer de manière, mais vraiment très très prégnante, quoi. Y compris lorsque
le dispositif ressemble à un dispositif collectif. Il y a encore des dispositifs qui ressemblent à du collectif. On regroupe les enfants, par exemple. Il y a des rituels comme ça, on regroupe les enfants le matin tous ensemble. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de tous ensemble du tout. Il y a au mieux un rapport duel, l'enseignant à un élève, l'enseignant à un autre élève, l'enseignant à un autre élève. Et à aucun moment, les enfants ne construisent cette idée que pour apprendre, il y a nécessité de prendre conscience qu'il y en a d'autres autour avec lesquels on va peut-être pouvoir avoir à échanger, à se confronter. Et puis, moi, je suis très sensible au fait que, parmi les choses qui posent, de mon point de vue, gravement problème en ce moment, c'est qu'il y a une très forte remontée du handicap socio-culturel, d'une vision d'un élève déterminé définitivement par son environnement et par son milieu d'origine. L'école maternelle est un lieu où on signale, d'ailleurs ça s'appelle un signalement, ce qui déjà je trouvais assez lourd comme mot, on signale des enfants dès l'âge de 3 ans, parce que ils ont mordu leur voisin, parce qu'ils ne prononcent pas bien un mot, parce qu'ils ne savent pas chuchoter. Il y a tout un tas de tests qui circulent actuellement dans les écoles qui sont tout à fait inquiétants. Ne sait pas chuchoter, manifeste de l'angoisse quand sa mère s'en va, se désintéresse du collectif. Oui, le dépistage. Voilà, et donc on est de plus en plus dans une logique où, au nom de la prévention, on est dans du dépistage et de la prédiction de ce qui va advenir, c'est-à-dire qu'il y a non pas une filiarisation parce qu'il n'y a pas de filière, mais quelque chose qui s'organise de ce type-là, qui fait que certains élèves très tôt, dès la petite section, vont chez l'orthophoniste ou chez le psychologue. Voilà, et il y a une forte accentuation de cette tendance-là depuis quelque temps dans l'école, quoi. Et je le dis tranquillement parce que il ne s'agit pas d'assassiner les enseignants qui ont déjà un peu de mal à rester la tête haute, mais l'univers enseignant est de plus en plus imprégné de cette idéologie-là, de la prédiction, et participe très largement à tout ça, quoi. Autre élément donc, dernier point d'ambiguïté, c'est la question des relations avec les parents. Où on est dans cette idée qu'il faudrait absolument que les parents soient présents, participent et s'intéressent un peu à la scolarité de leurs enfants. Étant entendu que, bien sûr, les parents des classes populaires ne s'intéressent pas à la scolarité de leurs enfants. La chose est bien connue. Et en même temps, ce qui est très compliqué, c'est que cette école maternelle, dans ses modes de faire, est totalement opaque à beaucoup de gens, c'est-à-dire que les pratiques dominantes, les modes d'apprentissage, les contenus d'apprentissage ne font pas nécessairement référence culturelle pour nombre de parents, et en particulier la place importante du jeu, qui dans beaucoup de milieux n'est pas assimilée à du travail, fait que, et pour les élèves et pour les parents, quand on joue, on ne travaille pas. Et si dans l'activité de jeu ne sont pas cernés les buts poursuivis et les apprentissages en jeu, eh bien évidemment, et les parents et leurs enfants passent à côté de ce qui s'y passe réellement, quoi. Ça crée donc des malentendus sérieux. On en retrouve les traces, le travail de Stéphane, je pense, pour ses élèves de CM2 6e, que tu décris fort bien. On retrouve les mêmes choses à l'école maternelle. Je vais citer un ou deux exemples parce qu'il me semble qu'ils sont assez emblématiques de ce qui peut se passer du point de vue des malentendus qui se créent. Ça se passe dans une classe de moyenne section où des élèves doivent, sur des fiches, coller autant de gommettes que l'indique l'étiquette en face des patates dessinées, vous savez, 4-5 ronds, avec 4, 5, 6. Ils doivent coller autant de gommettes que l'indique Et un petit garçon, ils sont donc 5, chacun avec sa planche de gommettes et sa feuille. Un petit garçon colle assez rapidement le nombre de gommettes, de manière tout à fait correcte d'ailleurs. Et puis il est un peu désœuvré, donc il essaie de débaucher ses voisins qui sont très sérieux et qui continuent à coller leurs gommettes. Il va voir l'enseignante qui est occupée ailleurs, qui lui dit « Retourne à ta place, je suis occupée », ce qui est vrai. Et donc il revient et, ne sachant que faire, eh bien il reprend sa planche de gommettes et il recouvre toute la feuille de gommettes. Et quand il a tout recouvert, il dit « Ça y est, cette fois-ci, j'ai fini ». Et il va voir l'enseignante qui pousse des cris en disant « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Et il vient me voir et me dit « Tu vois comme elle est méchante, j'ai pas laissé de blanc et elle m'a pas dit que c'était bien. »
C'est-à-dire qu'il est dans la confusion totale entre ce qui est attendu et la situation dans laquelle il se trouve, qui fait qu'il est convaincu que ce qu'il faut faire, c'est coller des gommettes. D'ailleurs, quand je vais lui poser la question de c'était quoi l'activité que tu veux faire, ben, je devais coller des gommettes, donc il a collé des gommettes, alors que pour l'enseignante, il s'agissait bien évidemment d'être dans une activité de découverte du monde, où il s'agissait de dénombrer... voilà. Donc, et on se rend compte que dans la mesure où il n'y a pas de lisibilité sur les attendus pour ces élèves, ils sont dans des situations comme ça qui posent gravement problème, et on s'en rend compte, en particulier, là c'est très, très flagrant, parce que c'est ce qui est le plus discriminant du point de vue des pratiques du langage, où les élèves, quand ils arrivent à l'école maternelle, les élèves des classes populaires, les enfants des classes populaires qui arrivent à l'école maternelle sont dans un rapport un peu plus d'immédiateté, un peu plus pragmatique au langage que ne le sont les autres. Et du coup, le langage est pour eux essentiellement dans une connivence immédiate avec l'autre, et non pas ce qui va permettre de mettre à distance les actions que l'on mène pour les penser, les réfléchir, les partager, etc. Et là encore, s'il n'est pas nommé quel est l'objet de l'échange langagier dans la classe, ben, ils vont s'exprimer, communiquer, etc., mais à aucun moment ne se construire quel est le véritable objet, parce qu'il n'est pas nommé comme tel. Et donc, on voit que l'école maternelle, elle participe actuellement à creuser des écarts entre les enfants qui sont en connivence immédiate avec l'école et les autres. Et il me semble que c'est autour de ça qu'il y a à réfléchir et à travailler. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité à cette affaire-là, hein, parce que les écarts se creusent. Mais en tout cas, et là aussi, il y a des ambiguïtés. D'un côté, on entend, il n'y a pas d'échec scolaire à l'école maternelle, c'est pas possible. De l'autre côté, tout est joué avant 3 ans, voilà, etc. Et en fait, s'il y a de l'échec en maternelle, qui se traduit par le fait que des enfants n'accrochent pas à l'activité scolaire et traversent les 3 années sans du tout avoir compris quel était l'enjeu de ce qui se passe là. Et ça produit, par exemple, en CP, quand on va les interroger sur ce qu'ils viennent apprendre ou ce qu'ils ont appris, ils ne citent pas l'école maternelle comme espace d'apprentissage. Moi, j'ai fait plusieurs interviews comme ça, ou échanges avec des élèves. Ils ne citent pas l'école maternelle comme espace d'apprentissage. Et quand on leur fait remarquer que quand même, par exemple, ou découper ou dessiner, ils disent c'est à la maison que j'ai appris. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu où l'on apprend, c'est un lieu où on s'amuse avec des copains, des copines, de manière plus ou moins sympathique et agréable en fonction de l'histoire qu'on a eue et des rencontres qu'on a faites. Mais en tout cas, ce n'est pas perçu comme un espace d'apprentissage, et on se rend compte que voilà, ces ambiguïtés, elles sont dans les têtes de tous, et que c'est autour de ça sans doute qu'il y aurait à continuer à réfléchir, à travailler. Puis je vais peut-être m'arrêter là. Voilà.